Rebonjour à tous et à toutes. Donc on va enchaîner sur une table ronde qui permettra d'avoir des regards différents. Alors, il manque une personne sur la diapo que je vais vous présenter. Donc nous sommes ici donc avec Nicolas Saint-Héran de chez Carnot, donc qui est un opérateur, on va dire un peu atypique de data center, qui aura aussi des choses à nous dire sur les problématiques que nous avons évoquées. Séverine Laurent, donc directrice des affaires publiques Île-de-France de RTE, donc transporteur d'électricité, donc qui aura son partenaire Enedis Frédéric Courreau dans la salle disponible pour répondre à vos questions aussi, puisque alors, le choix aussi d'avoir mis, on va dire, RTE sur la table ronde, c'est que beaucoup de demandes aujourd'hui de data centers sont des très gros data centers, donc beaucoup d'énergie, donc ça atterrit beaucoup chez RTE. Voilà. Ensuite, Philippe Schmitt, le président de la mission régionale de l'autorité environnementale Île-de-France, donc qui voit passer beaucoup de projets. Et enfin, Axel Champagne, DGA de l'EPCI Paris-Saclay, chargé du développement économique et du numérique et d'une troisième chose. Et des mobilités. Elle a beaucoup de travail. Voilà. Alors l'idée c'est de parler, enfin de diviser un peu cette table ronde en deux parties. Peut-être d'abord partager les constats, vos expériences, et le deuxième partie plutôt orientée solutions, pistes, un peu propositions comme nous on l'a fait dans l'étude. Donc je voudrais peut-être commencer d'abord par vous, Axel Champagne, si vous êtes d'accord, pour commencer en fait par le terrain, commencer par une expérience d'un territoire qui a accueilli depuis un certain nombre d'années en fait des data centers de types différents, et que vous nous racontiez un petit peu quel est un peu cet historique, et puis comment vous vous positionnez par rapport à toutes ces questions qu'on a évoquées ce matin, tout à l'heure. Alors, je ne vais pas parler au nom des élus de mon agglomération, hein, qui ont des points de vue, je pense finalement assez communs maintenant. Peut-être dans un premier temps vous dire que moi, il n'est pas question, en tous les cas sur le territoire, il y a aucune opposition à installer des data au sens, je dirais, lutter contre le développement numérique et ces questions-là. On est un territoire qui aujourd'hui, au niveau de l'innovation et de la recherche, est très en pointe, sur lequel sont très utilisés évidemment beaucoup de data pour des questions en particulier scientifiques, hein, sur le plateau. Je crois que c'est ceux-là qui sont identifiés. J'ai découvert qu'on avait beaucoup de data sur le plateau parce qu'ils sont très cachés, donc liés aux écoles directement ou aux centres de recherche. Et puis historiquement quelques data, un data d'ailleurs sur le sud de l'agglomération. On travaille beaucoup, je dirais, sur ces questions du numérique, de l'innovation. En même temps, on travaille sur les questions de sobriété numérique. Ça, c'est pour répondre à la collègue de la région. Il y a une loi qui nous oblige à travailler, c'est la loi Rennes, sur ces questions de réduction de l'empreinte numérique, dans lequel rentre l'utilisation des data centers. Et donc, toutes les efficacités électriques, énergétiques des data rentreront dans le bilan également de sobriété numérique de l'agglomération. Donc, a priori, pas de problème d'acceptabilité d'avoir quelques data. On a commencé à voir arriver des nouveaux data, puisqu'on a des historiques avec Data 4, hein, puisqu'on avait anciennement Alcatel qui avait été racheté, et donc Data 4 qui est installé, donc avec un campus assez particulier. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a beaucoup de développement de data et des très gros data. Vous les appelez les gigas, c'est ça? Je crois que voilà, les hyperscale. Donc on travaille avec RTE, avec la MRAE, avec l'ADRIEA. On a eu beaucoup de dossiers d'agrément immobilier un peu rock'n'roll. Aujourd'hui, moi, je sens que nos outils sont pas adaptés. Je dirais la gouvernance n'est pas adaptée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup justement demandé à ce qu'il y ait une planification, une cartographie et surtout plus qu'un schéma qui s'imposerait, c'est surtout de pouvoir dialoguer, que les élus aient la connaissance. C'est très compliqué hein, de comprendre qu'aujourd'hui, oui, les data font beaucoup d'efforts, on consomme de moins en moins, ça nous permet je dirais, derrière de dématérialiser, ça nous permet de faire beaucoup de choses.
En même temps, on fait notre transition écologique, donc on a des plans climat qui nous imposent beaucoup de choses, mais dès que vous avez un data qui arrive avec la chaleur fatale, vous voyez vos bilans, c'est catastrophique. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on va... Enfin, je dirais, on n'a rien à faire, c'est pas notre petite action qui va... En fait, tout ça se mélange. On a un vrai problème de foncier, puisqu'on n'a plus de foncier disponible, puisqu'en même temps, quand on en a, il faut produire du logement, mais quand on a de l'économie, du foncier économique, il y en a quasiment pas, et on souhaite pouvoir aussi le conserver pour de l'industrie, puisqu'on a quand même une vraie, je dirais, ambition des élus de réindustrialiser aussi et d'industrialiser notre territoire. Mais on a le ZAN qui arrive par derrière, donc on a ces questions de densification. On a également peu de friches finalement, très peu de friches sur le territoire. Tout ça devient très complexe et moi je sens que les élus aujourd'hui, avec l'ensemble des procédures qui se chevauchent, parce qu'en plus là où on a des datas, on est en opération d'intérêt national, donc ça veut dire que le préfet, c'est lui qui, enfin le maire signe les permis de construire pour le compte du préfet. Aujourd'hui, on est dans une situation où le dialogue est ouvert avec beaucoup de data. Hein. Je crois qu'il y en a beaucoup dans la salle. On doit aller vers un dialogue ouvert et un sujet de formation. On doit pouvoir trouver, je dirais, une méthodologie, un process d'instruction qui soit beaucoup plus fluide et je dirais plus de transparence parce qu'on peut rien anticiper. Et puis on a surtout un problème aussi aujourd'hui de fiscalité, parce qu'aujourd'hui je ne sais plus répondre à la question qui est à quoi ça sert d'avoir un data sur son territoire. J'avoue que je ne sais plus y répondre. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout de suite oui quand j'ai peut-être trouvé les solutions. Merci. Non, effectivement, votre propos reflète la complexité, les contradictions, la complexification en fait de cette problématique qui ne peut pas effectivement, on peut pas donner des réponses simples et là, on va dire qu'il y a une certaine, ce dialogue honnête et ouvert dont vous parlez qu'il faut absolument mettre en place. Je voudrais rajouter, un point. Je suis désolée. C'est que pour que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui, la loi, elle nous a donné la compétence d'Eveco aux agglos. C'est-à-dire que c'est nous, pas la compétence d'Eveco, l'aménagement économique. Donc c'est une compétence obligatoire des intercommunalités. Donc les parcs d'activité, c'est un pilotage obligatoirement agglo. Évidemment, elle n'est pas allée jusqu'au bout, la loi. Donc l'autorisation de droit des sols, c'est les maires. Bon, en plus, nous, on n'a pas de SCOT, donc tout ça est encore plus simple. Mais voilà, et on n'a pas non plus de PLUI. Alors là, on a beaucoup de délibérations qui disent qu'on ne veut surtout pas. Donc, en plus, dans le bloc local, on a aussi ces difficultés-là. Et dans le rapport, de ce que j'ai lu dans le rapport, je pense qu'il faut aussi clarifier cette question-là. C'est-à-dire, quand on dit intégrer les élus, c'est quel niveau d'élus, et donc il y a aussi... Ça nous met face à nos propres contradictions également au niveau du bloc local. Merci. Pour compléter, on va dire un peu ce portrait, cette image, peut-être Séverine, est-ce que vous pourriez nous parler aussi de la façon dont à RTE vous approchez cette question? Vous avez produit il y a quelques semaines, enfin il y a très peu de temps, même il y a 2 semaines, des prévisions de consommation électrique pour 2050 avec des 2035. Je vais un peu loin. 2035 avec des scénarios dans lesquels les data centers prennent une place prépondérante. Oui. Alors peut-être d'abord pour commencer, parce que c'était un point qu'on avait, c'était suite à un échange d'ailleurs avec Axel Champagne et le président de Paris-Saclay. Déjà le premier point, c'est que RTE, quand on reçoit une demande de raccordement au réseau de transport, on est obligé de faire une offre. Donc, c'est-à-dire que le réseau ne peut pas être un outil de régulation en tant que tel actuellement, puisque toute demande de raccordement voit une offre. Alors après, elle est plus ou moins complexe, plus ou moins longue, plus ou moins chère à mettre en œuvre, mais c'est pas ça qui va faire une régulation. Voilà, je voulais juste le dire parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident et il faut quand même l'avoir en tête. Alors en plus ça, ce qui est super, c'est que dans un des visuels que vous avez fait, il y avait des petites languettes là où il y avait les puissances qui arrivaient sur le réseau. Donc on a dû échanger en début d'année. Et déjà, ces languettes, elles sont plus bonnes. Elles sont plus d'actualité. Je suis désolée. Non, des petits bâtons avec des puissances. Je crois que c'était un peu à la fin dans tes propositions.
Ah bon, pardon. Excuse-moi. Alors vas-y, tu vois vous voyez de ce dont je parle. Déjà, en fait, là, j'ai noté qu'il y avait 2,5 gigawatts en 2022 de demandes de raccordement. Donc ça veut dire 2500 mégawatts de puissance qui a demandé et qui a contractualisé un raccordement sur le réseau de transport. J'ai vu qu'il y avait à peu près presque 3000 gigawatts pour 2023. Là, actuellement, on en est à 3300 mégawatts. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, pour un petit point de comparaison, là, on était à peu près au niveau de puissance d'appel de la ville de Paris en électricité à la pointe d'hiver. Donc ça veut dire que c'est pas des gens qui sont déjà sur le réseau, hein, par rapport aux chiffres qui ont été présentés tout à l'heure. C'est des gens qui sont en projet, sur lequel ils ont contractualisé une demande de raccordement et on va réaliser le raccordement. Mais déjà, ça vous donne quand même une idée qu'on est face à une situation qu'on n'a quasiment jamais vue en termes de nombre de demandes et de volume et d'horizon de temps. Donc on est tous un petit peu démunis par rapport à ça. C'est une donnée qu'on traite, hein, c'est pas, il faut l'intégrer, mais ça veut dire que c'est des choses un peu nouvelles dans lesquelles on est, et on a environ 1200 mégawatts de demandes d'études exploratoires. C'est des gens qui testent des sites et autres. Donc voilà ce à quoi on est confronté. Donc de manière interne, ça change un peu les choses et voilà, il y a des choses qu'il faut qu'on intègre pour répondre à ces demandes. Mais on voit que en fait, en termes d'énergie, de puissance, déjà, c'est pas du tout négligeable. Et en termes d'énergie, les data centers, ça va aussi être une vraie question. Comme l'a dit Cécile, on a publié il y a pas longtemps une étude. L'idée, c'est si on veut décarboner l'énergie, va falloir utiliser des énergies décarbonées. Actuellement, les énergies décarbonées, il y a l'électricité avec le mix nucléaire, énergie renouvelable. Mais ça veut dire qu'il va falloir à court terme et à plus long terme répondre à ces demandes. Donc actuellement, les consommations des data centers, on les estime à un peu moins de 4 TWh à l'échelle France. Alors c'est pareil, hein, nous aussi on est confronté à cette difficulté d'effectivement d'identifier qu'un site est un data center. Hein, donc c'est aussi des choses un petit peu compliquées, mais on estimait à 4 TWh et on prévoit environ 15 TWh pour 2030 et 25 TWh en 2035. En gros, hein, c'est des chiffres qu'on est en train d'affiner. Mais donc on voit que c'est pas du tout négligeable. Et sur l'Île-de-France, pour une consommation qui est aujourd'hui d'environ 60 TWh, on prévoit en 2040 environ 110 TWh, dont 25%, à peu près 25-27%, qui sera lié au data center. Donc on voit que c'est quelque chose qui régionalement pose une question et même à l'échelle France. Et donc qu'est-ce qu'on constate? En fait, c'est que ces arrivées futures, hein, on est bien d'accord que c'est pas des projets qui sont là. Là, on parle des puissances cibles qui nous sont demandées. Et donc c'est déjà un premier point, c'est effectivement ce partage et cette ce partage sur ce diagnostic, c'est finalement ces puissances, est-ce qu'elles ont un sens? Est-ce que c'est des réserves? Quelle est la montée en puissance, enfin la montée dans le temps pour les atteindre? Donc ça aussi, je pense qu'on a tous cet enjeu de partager là-dessus. Je pense même aussi les porteurs de projets, puisque voilà, ça a été largement abordé. Il y a une vraie question, des vraies interrogations d'interlocuteurs ou de territoires en face qui sont face à des choses nouvelles. Et c'est vrai qu'il faut que chacun avance pour qu'on se comprenne et qu'effectivement les valeurs qu'on traite, les données qu'on traite soient réalistes, parce que sinon ça veut dire qu'on va faire des projections qui sont pas bonnes, ça veut dire qu'on va peut-être faire des investissements, des développements qui seront pas bons, donc c'est vraiment important. Et donc je termine encore 5 secondes. En fait ça a des conséquences, hein, ça a des conséquences sur le réseau amont de l'Île-de-France. Hein. L'Île-de-France c'est une ceinture 400 000 volts avec du 225 000 volts qui irrigue. Donc ça a une conséquence en amont de cette ceinture 400 000 volts où on a identifié des points un petit peu de limitation. Donc on a prévu de renforcer ce réseau aux environs de 2030 si on a toutes les autorisations en temps et en heure vers 2027. Mais ça pose aussi des questions locales, effectivement, puisque maintenant le réseau local, hein, qui déjà l'Île-de-France c'est une région importatrice à 95% de la part d'électricité. Ben maintenant localement le réseau il est confronté à ces très fortes puissances. On a des gens qui font plus de 100 mégawatts qui sont localisés, et donc il y a aussi des choses à regarder sur le réseau local 400 000 et aussi 225 000 volts qui va au plus près des sites qui ont été présentés tout à l'heure par Ximiliam ou à côté de ces sites-là. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Philippe Schmitt, puisque pour compléter d'un élément supplémentaire ce portrait, sur d'abord comprendre quelles sont les missions de la MRAE Île-de-France,
quel est votre rôle par rapport à ce sujet data center? Et puis, depuis que le sujet, vous l'abordez, comment vous l'avez vu évoluer? Bonjour à tous. Merci tout d'abord de nous avoir conviés. Je salue les collègues de la DRIEAT qui travaillent aussi sur ces questions-là et qui sont très importantes comme questions et comme problématiques pour nous aujourd'hui. Alors, effectivement, petite présentation de ce qu'est une MRAE. Comme 2 directives européennes sur les projets et les plans de programme l'ont prévu, il existe en France des autorités environnementales, donc indépendantes des préfets, des maîtres d'ouvrage, du ministre, qui sont placés auprès de ce qu'on appelle l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Il y a une autorité environnementale nationale qui traite de tous les actes qui sont signés par le ministre. Et quand les actes, les autorisations sont signés par le préfet ou le préfet de région, c'est la MRAE, donc l'autorité environnementale de niveau régional, qui a la compétence pour cela. Et donc, la mission régionale que je préside a la charge d'élaborer des avis avant enquête publique pour tous les dossiers d'ICPE, pour tous les dossiers qui ont une certaine importance et qui relèvent des directives. L'objectif de cet avis que nous rendons, c'est à la fois d'éclairer le grand public, d'éclairer en premier lieu le maître d'ouvrage et également d'éclairer le décideur final, souvent le préfet, sur les enjeux finalement et la façon dont le maître d'ouvrage les traite. Alors pour revenir sur effectivement le constat que nous dressons, notre constat est issu de l'analyse de 15 dossiers de data center. On a rendu déjà 15 avis sur essentiellement ce qu'on appelle les hyperscales, donc les plus gros data centers, ceux qui, en région Île-de-France, appellent une puissance électrique de l'ordre de 120 mégawatts. On reviendra dans quelques instants sur cette notion. Et donc, ça nous instruit finalement, ça nous permet d'élaborer une doctrine qu'on a qu'on a mentionnée dans un fascicule, qui permet aux maîtres d'ouvrage, aux élus aussi, et aux différents participants de la chaîne, en quelque sorte, d'instruction et de suivi de ce que sont ces projets de data center, d'avoir connaissance de nos préoccupations et nos sujets de sensibilité, ce qu'on appelle des recommandations dans notre jargon. Élément important en Île-de-France, le préfet de région dispose, de par le code de l'urbanisme, d'un agrément qui précède finalement nos avis. Donc il détermine si le data center peut s'installer ou pas, peut s'implanter en Île-de-France en amont de notre travail, ce qui conditionne en quelque sorte un peu les conditions d'implantation des data centers. Ce que nos avis disent, c'est que bien souvent, l'absence de planification est une vraie difficulté en termes de politique publique. J'explique pourquoi. Bien souvent, les collectivités publiques courent après les data centers alors qu'elles devraient finalement poser en amont les conditions d'implantation des data centers. Et moi, je rencontre beaucoup d'élus. Les data centers sont le sujet pour lequel nous nous imposons d'avoir une réunion avant chaque publication d'avis avec le maître d'ouvrage et un contact avec les élus concernés. Et à chaque fois, on voit bien que les élus ont découvert le projet ou qu'il est arrivé à maturité un peu sans eux, et que quand on leur dit il faut développer le réseau de chaleur, par exemple pour bénéficier de la chaleur fatale du data center, eh bien les élus n'ont pas cette capacité, ça a été rappelé tout à l'heure dans la présentation, et donc de fait sont obligés d'accepter l'implantation du data center telle qu'elle est prévue par le maître d'ouvrage, sans pouvoir anticiper suffisamment. Et c'est là sans doute une des failles de la réglementation qu'il faudrait corriger. Après, élément pour faire écho à ce que Madame disait sur la ressource électrique, nous nous inquiétons, en tout cas on s'interroge au niveau autorité environnementale sur la puissance électrique consommée. La plupart des data centers que nous voyons donc ont une puissance de 120, 150 mégawatts, ce qui est énorme. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais la majorité des centrales, des réacteurs nucléaires français produisent de 700 à 900 mégawatts. Les data centers qui s'implantent chez ma voisine, là, qui sont en projet ou qui sont en construction,
à eux seuls, représentent un réacteur nucléaire en termes de puissance appelée. Bon. Et la particularité aussi du système français, mais aussi international, de gestion des data centers, c'est que, notamment depuis l'attentat du World Trade Center, les exploitants de data centers conservent 3 fois la même donnée, hein, de façon à la sécuriser, c'est la redondance. Bon. Ce qui veut dire, je caricature, et c'est évidemment pas la réalité, mais c'est pour vous donner quand même une appréciation des enjeux énergétiques de la chose, quand même. Ça veut dire que quand il y a 3 données, donc une donnée stockée à 3 endroits, il y a 2 endroits qui chauffent, qui consomment de l'énergie et qui ne sont pas mobilisés. Alors c'est un peu caricatural parce qu'en fait les prestataires ont plusieurs endroits, c'est sécurisé autres, mais on s'est particulièrement interrogé l'hiver dernier lorsque le gouvernement demandait aux pays de procéder à une sobriété énergétique et à une réduction de la consommation, alors même que, on l'a vu, la consommation est extrêmement importante pour ces équipements et que les pouvoirs publics, les professionnels n'entendaient pas satisfaire à une réduction de leur consommation électrique. Bon. Donc c'est une difficulté qu'on ne sait pour l'instant pas gérer. Nous, autorités environnementales, on émet des avis qui ne sont pas des avis sur l'opportunité du projet, mais sur la qualité de l'étude d'impact, la qualité du projet au regard des enjeux pour l'environnement et la santé. Donc, on se contente finalement d'être des experts que souvent les tribunaux utilisent, puisque les juges n'ont que très rarement l'expertise dans ces domaines-là. Et donc, voilà, on vient juste constater et dire, en matière de politique publique, on voit quelques secteurs sur lesquels il y a des difficultés. Et une fois qu'on a parlé de la production d'énergie, il faut également évoquer les risques associés. Je le précise parce que les data centers fonctionnent avec comme ressource principale le réseau RTE, mais également un réseau de secours qui est composé de groupes électrogènes. Alors, ces groupes électrogènes, il faut qu'ils soient en mesure de produire la puissance équivalente à celle qui est appelée par le data center à l'origine. Donc, ce sont évidemment des consommations énormes de gasoil, enfin de FOD du gasoil, pour pouvoir produire la même énergie. Et dans les dossiers d'études d'impact que nous lisons, que nous analysons, bien souvent les maîtres d'ouvrage, je salue ceux qui sont dans la salle, nous indiquent que la défaillance du réseau électrique est de quelques minutes par an, et statistiquement c'est vrai. Sauf que on trouve des cas. Nous avons dans un dossier expertisé qu'un data center a dû fonctionner grâce à ces groupes électrogènes pendant 270 heures chez vous sur Paris-Saclay. Bon, ça interpelle, et ça interpelle d'autant plus que certes les réseaux sont très sécurisés, c'est le discours qui nous est tenu en permanence, mais une panne systémique est toujours possible, alors partielle ou totale, mais elle est toujours possible. Et nous nous intéressons à une donnée particulière, c'est l'impact sur la santé humaine en cas de panne systémique. Alors, nous n'avons pas encore l'expertise, c'est pour ça qu'on a demandé à l'ARS, au préfet de région de se sensibiliser à ces questions, mais en analysant sur quelques data centers ce que serait la production pendant une journée, par exemple, de dioxyde d'azote, sachant que les normes de dioxyde d'azote sont à 15 microgrammes par mètre cube, de par les considérations de l'Organisation mondiale de la santé, on considère qu'à 200 mg par mètre cube pour une heure, il y a un risque réel pour la santé publique. Eh bien, en modélisant l'impact d'une panne systémique dans des secteurs de forte concentration de data centers, on se rend compte que les conséquences en termes de santé humaine ne sont pas évaluées aujourd'hui. Donc c'est aussi un élément qui nous préoccupe lorsqu'on voit la multiplication des data centers dans le même secteur géographique. Allez-y. Je m'arrête là. Vous pourrez compléter après. Je voudrais juste donner la parole un peu à Nicolas Saint-Héran. Donc, vous travaillez chez Carnot, qui est un acteur, on va dire, un petit peu atypique dans le monde des data centers. Et moi, ce qui m'a intéressé en vous invitant, c'est aussi avoir un peu comment vous situez dans ce paysage qu'on
qu'on a dressé depuis 14 heures, qui est un paysage complexe avec beaucoup de problématiques techniques, électriques, environnementales. Donc comment Carnot se positionne? Merci déjà de nous avoir invités. Merci à l'Institut Paris Région de nous recevoir également. Effectivement, beaucoup d'acteurs, y compris des acteurs qu'on ne croise pas forcément très souvent, les autorités, les collectivités, Enedis, RTE. Donc nous, on est un opérateur de data center qui fournit des services cloud sur une infrastructure très particulière qui valorise la chaleur, mais je vais venir un peu après parce que c'est notamment dans les solutions qui est la deuxième partie. Non, ce que j'ai remarqué en lisant l'étude et en analysant déjà la première étude, parce qu'il y en a eu une autre il y a quelques années quand même, c'est qu'effectivement il y a un manque de compréhension et de connaissance de ce que c'est le data center et de ce que sont les infrastructures numériques en général. Et en l'occurrence, je trouve qu'il y a des gens au marketing quelque part qui ont fait des choix très forts en parlant de cloud, qui est quand même un mot assez virtuel. Enfin, en gros, on ne peut pas le palper. C'est quand même contraire à l'infrastructure qu'il y a derrière. Et on parle de dématérialisation, alors que l'infrastructure numérique, c'est tout sauf dématérialisé. C'est très, très matériel en termes de câbles, en termes d'usines, en termes de mines, en termes de plein de choses, en termes d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment important de ramener effectivement la connaissance à l'ensemble des acteurs et à l'ensemble des décideurs de ce que c'est un data center. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Alors, nous, on a travaillé sur le fait que, effectivement, l'infrastructure numérique et les data centers en particulier sont très énergivores et qu'une partie de l'énergie, une partie très importante de l'énergie qui est consommée par un data center, c'est évacuer la chaleur. Si on prend le PUE, qui est une des métriques les plus connues et les plus partagées, on va dire, sur les data centers, sur l'efficacité énergétique, ça nous dit qu'en moyenne, 40% de l'énergie du data center est consommée par autre chose que par les équipements informatiques, et essentiellement pour se débarrasser de la chaleur. Et nous, on a pris le parti pris inverse, c'est de se dire qu'en fait, la chaleur n'est pas un déchet, mais la chaleur est un produit. Et ce produit, il a une valeur pour beaucoup d'autres activités. Et donc, ce produit, on a voulu le récupérer pour le valoriser. Du coup, en concevant nos équipements par design pour récupérer cette chaleur et pour la valoriser, on a pu en faire des choses plus intéressantes. Alors, on a commencé avec le radiateur, vous savez, c'était un choix de début qui s'appliquait à quelques cas de figure, mais qui avait beaucoup de défauts. Donc on a développé une nouvelle manière de récupérer cette chaleur et de la valoriser sous forme d'eau chaude. Cette eau chaude, elle peut être utilisée dans beaucoup d'applications, dans des réseaux de chaleur par exemple, pour de l'eau chaude sanitaire, pour encore d'autres process industriels, par exemple des piscines. L'idée, c'est que nous, on va s'installer directement là où la chaleur est valorisable. Notre objectif, c'est de dimensionner nos infrastructures pour que la totalité de la chaleur qu'on produit et qu'on peut récupérer soit utilisée dans un process utile. C'est notre parti pris depuis le début, depuis 2010 malgré tout. On est quand même 80 personnes maintenant chez Carnot. On a fait un bout de chemin, on a passé pas mal de barrières administratives notamment, et en l'occurrence, on continue de rencontrer des barrières administratives puisque, comme disait Cécile, on est un objet un peu particulier, un ovni. On n'a pas la prétention de remplacer les hyperscalers, parce qu'on pense que de toute façon, il y aura toujours besoin d'hyperscalers. Ils auront les niveaux de service qui seront adaptés à pas mal d'usages, mais nous, on pourra en proposer pour d'autres usages. Je pense que l'industrie du data center, elle est relativement récente. Quand on voyait les progressions de consommation d'énergie, en 2018, c'était marginal par rapport à aujourd'hui. Et en fait, c'est une industrie qui a les premiers data centers peut-être 40 ans, mais les premiers seulement, qui ne devaient pas être très nombreux. Et la croissance, elle a commencé vraiment fin des années 2000, années 2010. Et en fait, c'est un objet qui est mal maîtrisé et qui, au final, dépasse la compréhension des législateurs, des régulateurs. Et en l'occurrence, c'est, je pense, la difficulté pour le monde du data center de réussir à s'autoréguler, ce qu'ils essaient de faire, en prenant de l'avance sur le régulateur et sur le législateur, avec plus ou moins de réussite pour la société. Mais en tout cas, il y a des choses qui se font, et je pense que c'est important de les considérer. Je pense que tous les opérateurs data center ne sont pas des gros pollueurs qui veulent absolument polluer et qui se foutent de tout. Mais en l'occurrence, il y a des choses qui se font, peut-être pas forcément de la meilleure des manières. Et en l'occurrence, la chaleur, pour nous, c'est un des enjeux qui paraît essentiel. Et
Et voilà, il y a plein d'autres choses à dire, mais je redirai tout à l'heure. On a encore un petit peu de temps. Merci beaucoup. Justement, à propos, je pense, de collaboration et de dialogue, on va dire, public-privé, Axel, vous aviez cité, quand on discutait une charte de collaboration avec un opérateur de votre territoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, parce que alors on a de tout dans les data. Il y en a certains qui font des procès, et puis il y en a d'autres avec qui ça se passe très bien, et puis d'autres avec qui on est en construction. Donc on est en train de, parce que on pense aussi que les data, parce que ils ont su. Alors j'ai bien aimé que vous employiez le terme d'industrie. On est bien dans de l'industrie, on n'est pas forcément dans du stockage, on est bien d'accord. En tous les cas, il y a des très fortes capacités d'innovation. On travaille, on se rend compte que, je dirais, il y a eu de très grandes avancées et que ces talents, j'ai envie de dire, puissent être mis au service aussi de l'intérêt public. Du coup, on a travaillé avec, en l'occurrence, ils m'ont dit que je pouvais donner leur nom, donc je le dis. Donc avec Data4, on travaille avec Data4 sur une charte de coopération. Déjà pour définir mieux la méthodologie de qui fait quoi, qui est le référent sur le territoire local entre la transition écologique, celui qui fait le réseau de chaleur, celui qui est sur l'instruction des permis, j'en passe et des meilleurs. Donc essayer de définir cette méthodologie et de pouvoir également travailler sur un champ de l'innovation, d'essayer de voir comment demain on peut transformer cette chaleur fatale et de savoir à quoi elle peut nous servir, parce que on a un réseau de chaleur, donc le préfet de région dit oui, vous avez un réseau de chaleur sur Courtabœuf, sauf que c'est un réseau de chaleur qui est un réseau de chaleur haute pression, donc la basse pression, ça marche pas. Si j'ai bien compris, en tous les cas pas pour l'instant. Personne sait le financer, puisque pour l'instant la compétence elle est dans les communes. Il n'y a pas de syndicat qui s'en occupe, donc ça fait partie aussi des grands sujets, et de voir du coup avec Data4 ou les autres opérateurs qui sont en cours actuellement chez nous, de voir comment ils peuvent nous aider aussi à savoir quoi faire de ces, parce que je crois que ça se compte en mégawatts, je suis pas une spécialiste du data, mais c'est des mégawatts de chaleur fatale, de pouvoir l'utiliser justement au service de la décarbonation de nos parcs d'activité, en particulier celui de Courtabœuf, sur lequel on a un PPA qui vient d'être signé avec l'État, enfin avec tous les acteurs. Et de pouvoir également, donc ça c'est un deuxième champ qu'on travaille avec Data4 actuellement, c'est qu'ils nous ont exprimé les sujets sur lesquels ils cherchaient de l'innovation également, que ce soit sur la transition écologique, l'aménagement des locaux, la récupération de la chaleur fatale, enfin on a beaucoup de sujets, et nous on s'est engagé à leur présenter des centres de recherche, d'enseignement, mais surtout des startups également, pour qu'elles puissent aussi en faire profiter notre tissu et qu'il y ait des échanges, je dirais, plus fructueux, ce qu'on a déjà fait avec des opérateurs immobiliers. Là, on le tente avec les data. Et de la même façon, troisième champ, on a tout un sujet d'emploi et de formation, parce que je confirme qu'un data center, ça embauche. Là où je confirme aussi, c'est qu'on ne connaît pas, on n'a pas la donnée. Mais en tous les cas, ça génère beaucoup d'activités qui peuvent être très intéressantes, en particulier pour des jeunes comme ceux des ULI, sur lesquels on a moins de possibilités d'édéboucher, de formation. Donc, on est convaincu qu'il y a on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et donc, on a des bonnes pratiques, comme celle qu'on engage avec Data4. Il y a tout un sujet sur la biodiversité, sur les visites. Et donc, on va engager ça la semaine prochaine. Et puis, également, peut-être aussi essayer d'imaginer, là je suis déjà dans les idées, mais qui sont vraiment que des idées. Nous, c'est un vrai sujet, la récupération de la chaleur fatale, mais comme l'État, puisque ça fait partie quand même, je dis l'État, voilà, ça fait quand même partie je dirais des préoccupations majeures. C'est de voir demain comment les data peuvent intervenir à nos côtés sur la production de cette récupération et cette production de chaleur au bénéfice du parc. C'est pas la fiscalité qui va nous y aider, parce qu'on va pas aller loin avec même si c'est toujours trop l'impôt, on est bien d'accord, mais en tous les cas le territoire avec les recettes fiscales des data ne nous permet absolument pas de mettre en œuvre ce champ-là, mais peut-être de se dire que on est en train tous de réfléchir à la création de sociétés d'économie mixte qui nous permettraient de pouvoir accélérer la production d'énergie renouvelable. Demain, ces sociétés qui ont quand même beaucoup de moyens,
enfin par rapport à d'autres en tous les cas, c'est qu'elles viennent investir également au capital ou dans des sociétés de projet avec nous, à nos côtés. Hein. On est tous à peu près au même niveau dans les collectivités en train de travailler sur ces champs-là, puisque je crois qu'il y a les zones d'accélération à prévoir d'ici la fin de l'année. Et derrière, il faut bien qu'on trouve des outils, je dirais, économiques. Hein. C'est pas le public qui va pouvoir le faire en direct, en régie. Et donc, c'est d'aller sur des partenariats même beaucoup plus renforcés pour pouvoir sortir des vraies solutions. Dernier point que, en tous les cas, je remercie pour le coup la MRAE parce que j'avais pas du tout, parce que nous on n'est pas formés non plus, hein, et on est très peu pour s'occuper de tout ça, donc ça vient au fur et à mesure sur le. Mais la question de la santé humaine et de l'impact santé humaine et du risque, c'était quelque chose qu'on n'avait vraiment pas bien évalué, et qu'on évalue mal nous dans nos documents même hein, d'urbanisme. Hein, donc là, on est en pleine étude d'impact, mais j'ai du mal à comprendre quelles peuvent être les solutions, sauf à pouvoir en effet trouver d'autres solutions pour alimenter les groupes électrogènes et qui soient peut-être moins polluants. Mais voilà, il faut accélérer sur les innovations qui permettront de répondre aux préoccupations des élus. J'ai une dernière, parce que je l'ai complètement oublié. On est en train, enfin, Data 4 a pris la décision de travailler seul, hein, en tous les cas pour l'instant, sur une étude d'impact. Donc on a beaucoup participé dans les questionnements, mais une étude d'impact en matière d'emploi social et fiscal. C'est-à-dire qu'il y a les études d'impact environnemental qui sont obligatoires. Mais sans ces éléments-là, nous, on ne peut pas aller aussi devant les élus qui eux-mêmes se retrouvent devant les habitants, les voisins, sur des questions très, très concrètes. Et donc de travailler aussi sur une étude d'impact plus globale, enfin, qui n'est pas réglementée pour l'instant, mais en tous les cas, et je ne pense pas qu'il le faille d'ailleurs, mais qui puisse donner aussi et étudier l'impact d'un data, mais pas que sous l'angle environnemental, et essayer d'identifier sur ces trois champs des éléments plus concrets et qu'on puisse aussi évaluer et suivre dans le temps. Et ça me semble être des éléments importants. Merci. Je pense que là, déjà, dans ce que vous avez dressé comme solution ou piste, ça pourrait intéresser beaucoup d'autres territoires franciliens qui se posent les mêmes questions, donc ce serait intéressant de pouvoir les partager. Philippe Schmitt, peut-être que vous avez été interpellé justement, peut-être que vous avez quelques remarques complémentaires ou commentaires sur cette dimension, on va dire, plus prospective. Oui, quelques propositions peut-être à faire, même si normalement, c'est pas tout à fait le rôle de la mission régionale de formuler des propositions, mais comme nous avons assez récemment rédigé un fascicule qui comprend des propositions aux préfets de région, aux ministres, aux collectivités territoriales, je suis assez à l'aise pour en parler. Alors d'abord, je l'évoquais tout à l'heure, on a cette particularité francilienne de l'agrément préfectoral, et pour avoir échangé avec le préfet de région il y a quelque temps sur ce sujet, c'est-à-dire sur la façon dont il détermine les localisations et les agréments au titre de ces localisations, on sent bien qu'on peut encore faire un peu plus, même si depuis mars 2022, les conditions d'agrément ont évolué. Je pense que compte tenu de la loi qui est intervenue en novembre 2021, je ne rentre pas dans les détails, il y a encore des progrès à faire. Et nous avons demandé, nous, autorités environnementales, d'être associés à l'agrément préfectoral, c'est-à-dire de pouvoir donner au préfet de région un avis avant que celui-ci délivre l'agrément pour lui préciser quelle est la position que l'autorité environnementale a sur tel ou tel lieu d'implantation, parce que c'est évidemment très important. Deuxièmement, alors je le dis d'autant plus que je ne suis pas concerné par le SDRIF et que je n'aurai pas à m'exprimer au titre de la MRAE, puisque le SDRIF étant un décret en Conseil d'État, c'est l'autorité environnementale nationale qui traitera du sujet. Je pense qu'effectivement, même dans la mouture que j'ai vue passer du SDRIF, on ne va pas assez loin en termes de planification sur ces questions de data center. Il est clair qu'il faut sans doute croiser toute une série d'indicateurs, ça c'est évident, mais il me semble qu'il faut que les zones soient particulièrement bien délimitées, définies, parce qu'elles correspondent à l'ensemble des éléments vertueux, j'allais dire, à la fois pour les populations, mais aussi pour les critères environnementaux. Et puis qu'après, le SCOT de la MGP qui en parle très très peu, on a rendu un avis il y a quelques mois sur le SCOT de la métropole
il faut aller chercher vraiment les dispositions qui viennent contraindre les implantations de data centers. Nous avons rendu le mois dernier, en septembre, un avis sur le plan local d'urbanisme de Paris. Là aussi, il faut aller chercher les contraintes concernant les data centers. Bon, voilà. En gros, mon constat, c'est que la planification aujourd'hui n'existe pas sur ces sujets. Certes, des intentions sont évoquées, énoncées, mais il n'y a pas de planification, il n'y a pas de volontarisme. Il est urgent d'en avoir. Parce que, in fine, c'est la collectivité publique qui doit rattraper ce qui n'a pas été préparé. Donc ça, c'est dommage. Et donc, il y a sans doute des conditions à poser dans l'avenir à l'implantation des data centers. Par exemple, la présence d'équipements publics qui tireraient bénéfice de cette chaleur fatale. Nous sommes, comme vous, et merci pour votre présentation, parce qu'elle est très instructive, nous sommes très attachés à ce qu'il n'y ait plus, d'abord, à ce qu'on respecte la loi du 15 novembre 2021 qui oblige à la récupération de la chaleur fatale. En l'état actuel, elle oblige à la récupération de la chaleur fatale. Or, dans la plupart des dossiers que nous instruisons, la chaleur fatale part dans l'atmosphère. Bon. Donc ça, c'est pas acceptable et il faut que la loi soit appliquée dans toute sa dimension. Et puis par ailleurs, quand on pense aménagement et planification, il faut se dire d'abord doit être le réseau. C'est-à-dire, le réseau doit être l'élément de base autour duquel se greffe une politique d'aménagement. Mais on ne peut pas demander aux élus de financer des réseaux qui sont parfois longs, avec effectivement des montées en pression ou en température, parce qu'ils découvrent un équipement. Et dernière chose en termes de proposition, analyser les effets cumulés. Je l'ai légèrement abordé tout à l'heure en disant qu'il y avait des risques. Imaginez encore une fois une panne électrique à un endroit avec l'ensemble des groupes électrogènes se mettant à fonctionner au même moment pendant des heures et des heures. Bon. Et il est clair que, moi je le dis avec l'appréciation qui peut être celle des 9 experts que nous constituons, dans certains secteurs d'Île-de-France, ça peut être réellement dangereux pour la santé. Donc il faut que cette question-là soit instruite rapidement. Merci. Quand vous parlez de planification, je pense que l'idée c'est aussi de parler d'optimisation, véritablement. Et sur ces questions, planification, optimisation, je pense que RTE, vous avez quelques pistes que vous pouvez partager avec nous, notamment sur le traitement en fait des demandes de raccordement. Alors j'aurais pu une réponse sur 2 horizons de temps en fait pour ces mises en place de ces réflexions. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est nos règles de raccordement, nos règles commerciales sont un peu anciennes et c'était une époque où, comme vous l'aviez vu, avant 2018, enfin voilà, il y avait quelques demandes, mais c'était pas des demandes qui arrivaient en grand nombre. Donc en fait, nous on traite chaque demande indépendamment. Donc c'est-à-dire que si on a 5 data centers qui arrivent sur une zone, on traite les demandes de 5 data centers comme si les autres n'étaient pas là. Et donc ça pose des problèmes parce que on fait des études qui ont une durée de validité assez temporaire et puis finalement chaque réponse à la demande de raccordement est dimensionnée et designée pour répondre uniquement au data center qui nous a fait la demande et ça ainsi de suite. Donc nos premières réflexions, c'est déjà dans le cadre de la loi APER dont on attend encore les décrets d'application, c'est déjà de pouvoir faire ce qu'on appelle des offres mutualisées, c'est-à-dire en gros dans un endroit qui serait contraint. Alors quand je parle contrainte, c'est contrainte. Nous on n'a qu'un aspect par rapport à ce que vous pouvez rencontrer quand vous êtes dans les collectivités. Nous c'est l'aspect réseau. Donc dans un endroit où beaucoup de demandes arrivent dans une zone où le réseau est saturé, ce serait en fait de faire une offre en fait qui réponde, de trouver une solution en fait qui réponde aux demandes qui sont faites, qui arrivent sur cet même endroit et à peu près concomitamment, ou à quelques années près, et puis ensuite de répartir finalement de manière équitable entre les gens qui ont fait des demandes le coût de cette offre qui donc serait associé aux mégawatts demandés. Donc ça c'est des réflexions qui sont en cours, qu'on est en train de voir et qui s'intégreraient dans ces lois APER. Donc évidemment il faut qu'on la crée. Alors nous aussi on a aussi un régulateur qui s'appelle la Commission de régulation de l'énergie. Tout ce qui est règles de raccordement, tout ce qui est offre de raccordement et autres, c'est validé par la CRE, donc qui regarde ça, et ça a aussi des conséquences sur nos investissements. Et la CRE regarde aussi nos investissements puisque c'est payé par tous les utilisateurs du réseau. Donc sous réserve que la CRE donne son accord, voilà, c'est des pistes sur lesquelles on travaille et qui pourraient se réaliser à court terme.
Bon, toutefois, là, on répond qu'un peu à la problématique qui est concernée. On répond avec notre seul prisme, qui est effectivement l'offre électrique, et qui est un début de planification pour nous. Alors, ça peut quand même être intéressant pour un territoire, c'est que ça permet de voir finalement quel serait le besoin réseau mutualisé et l'intégrer dans toutes les contraintes de ZAN et autres. C'est déjà intéressant, mais c'est quand même pas suffisant. Et j'entends pas mal appeler à la planification. Alors nous, la planification dans le réseau, c'est quelque chose, c'est un mot, pour nous, c'est pas un gros mot. C'est un mot qu'on aime bien parce que c'est effectivement quelque chose qui permet de voir loin et puis aussi de réfléchir effectivement à des structures, à leur robustesse, aux inputs qui conduisent à certaines structures et autres. Donc nous, une planification régionale qui quelque part zonerait ou donnerait à partir d'une analyse multicritère, parce qu'en fait c'est bien ça la question. On est en train de parler de denrées rares multicritères sous différents angles et sous différents métiers et sous différents domaines. Et nous, on est complètement favorable. On espère être intégré dans la démarche. Alors, ça veut dire aussi, peut-être nous d'abord mettre en avant les endroits où le réseau électrique a ses capacités et pourquoi pas le faire là. Par contre, on sent bien qu'il n'y a pas que nous dans cette histoire. Il y a effectivement les volontés des élus, les volontés territoriales. Mais en tout cas, cette approche comme ça anticipatrice et planificatrice, on y souscrit, enfin on y adhère et on est assez favorable. Bon, ça soulèvera d'autres questions à traiter, mais au moins appréhender les choses sous cet angle-là, ça nous semble intéressant. Merci. Je voulais passer la parole à Frédéric Courreau, qui représente Enedis, s'il est d'accord, puisque vous avez historiquement, on va dire, accueilli les premières générations de data centers. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les demandes sont beaucoup adressées à RTE, mais pour avoir aussi votre vision en fait de ces questions et une vision un peu prospective. Merci Cécile. Je vais faire très court parce qu'en fait, beaucoup de choses qu'on dit, Séverine, sont vraies également pour Enedis. Juste pour que les gens se repèrent, nous, on raccorde des data centers, mais je pourrais le dire pour d'autres types de clients, jusqu'à 40 MW. Donc c'est vrai que si on parle, je cite la moyenne autour de 110, 120, voilà, c'est à Séverine de parler, c'est sur le réseau de transport. On a la première chose qu'a dit Séverine, et c'est vrai que c'est important, on le dit jamais, mais nous aussi, on est obligés. Lorsqu'on a une demande de raccordement officielle, on va toujours envoyer une proposition de raccordement, toujours. Donc c'est pas un critère limitatif. Évidemment, comme Séverine l'a dit, les délais associés des travaux sont différents. On a beaucoup d'alimentation aujourd'hui de data center. Je ne vais pas comparer les puissances cumulées avec la puissance de 3,3 gigawatts qu'a dit Sandrine. Là aussi, on est petits joueurs par rapport au transport. Mais par contre, ce qui est vraiment très important, c'est le dernier point, c'est la planification. Nous aussi, on réfléchit un peu à l'image parfois de ce qui se fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour les producteurs, c'est-à-dire ceux qui vont injecter sur le réseau. Aujourd'hui, c'est vrai que un de nos défauts, ça m'embête de parler comme ça, mais on se met en mouvement Enedis lorsqu'on a un demandeur, une demande, une puissance, une localisation. Alors, il faut pouvoir discuter en amont, mais après, dans certains cas, on a pu évoquer ensemble d'ailleurs avec RTE, avec Choose Paris Region, des hubs possibles. Et dans ces cas-là, se pose nécessairement la question de se dire, on ne peut pas traiter du cas par cas comme on fait aujourd'hui. Ça serait bien d'avoir une vision anticipée, basée sur quels critères de confiance. On a l'habitude, je pense qu'en France, depuis la Seconde Guerre mondiale, on construit des réseaux de manière généralement très optimale. Et là, le fait de construire des réseaux avant que les clients arrivent, c'est prendre un risque. Donc il faut le mesurer, il faut avoir des critères fiables et partagés. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, sous l'égide de la CRE, bien entendu, qui est également dans la tête d'Enedis. Peut-être une dernière intervention avant qu'on ait une petite discussion avec vous, la salle, de Nicolas, parce qu'en fait, nous, dans nos discussions, ce que j'avais trouvé aussi intéressant, c'était d'inverser la démarche, c'est-à-dire c'est non pas vous installer et vous essayer de vous raccorder à un data center, à un réseau de chaleur urbain, c'est plutôt votre perspective aujourd'hui, c'est d'installer des serveurs proches des réseaux, de trouver des bâtiments ou des espaces existants pour cela. Oui, clairement, on s'installe là où il y a des besoins. Et du coup, ça amène des problématiques que les data centers hyperscalers ne peuvent pas résoudre. Enfin, 120 MW de chaleur, c'est juste... avant de les consommer, ça va être compliqué. Ils ont un autre problème aussi, les data centers, c'est qu'en concevant la chaleur comme un déchet, ils veulent l'évacuer à tout prix, et donc ils ont des températures relativement faibles. À 30 degrés, 35 degrés peut-être, ça fait pas grand-chose. Et nous, on la produit localement, mais avec des températures plus élevées. Donc ça change aussi pas mal la donne de la valeur économique de la chaleur qu'il y a derrière. Et donc ça influe sur notre business model aussi, sur le développement des gros sites.
En termes aussi de puissance, sur le réseau de transport d'électricité, je pense que installer 120 MW, c'est pas pareil qu'en installer 1 ou 2. D'ailleurs, je parlerai pas à RTE si je comprends bien. Mais ça, c'est aussi un impact assez fort. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas. Enfin, les toutes petites puissances, ça a moins de sens d'un point de vue économique, du point de vue data center et compute, même s'il y a des débouchés. L'idée, c'est quand même d'avoir arrivé sur des installations qui sont suffisamment importantes pour qu'elles puissent répondre à des besoins de consommateurs, de clients, notamment des corporates. Donc voilà, ça c'est un élément très important. Et effectivement, nous, on cherche des espaces qui sont souvent sous-utilisés ou mal utilisés pour déployer nos infrastructures. Un des sites que Cécile avait retenu, c'était un site qu'on avait développé avec le groupe Casino dans un des entrepôts de Cdiscount. Les entrepôts avaient été construits mal planifiés, trop grands et trop compliqués à chauffer. Et donc du coup, là, on avait installé des équipements pour justement chauffer l'entrepôt. Donc ça, c'est un modèle qu'on réplique maintenant sous forme de réseau de chaleur. Et donc les réseaux de chaleur, même dans des environnements urbains assez denses, souvent il y a des espaces souterrains qui sont assez mal utilisés et qui peuvent tout à fait accueillir des data centers. Et en l'occurrence, nous, sur ces sites-là, on a vocation à se déployer. Pareil, autour des piscines, autour des industries, ce genre de choses. Et effectivement, quand on a des hyperscalers qui sont en grande couronne, très très loin des consommateurs de chaleur, à part installer une serre de fraises à côté, c'est assez compliqué. Et du coup, ça limite vachement la capacité des data centers à valoriser leur chaleur. Et en plus de ça, il y a toujours une bonne excuse pour les hyperscalers, je suis désolé, je tape un peu dessus, mais que ça limite leur efficacité énergétique, puisque finalement, ils auront toujours besoin de rehausser la chaleur avec des pompes à chaleur. Donc ça crée des complexités, parce qu'ils ont considéré que la chaleur était un déchet, ce que nous, on n'a pas fait. C'est, je pense, une grosse différence dans la démarche. Et je tiens sur... Enfin, il y a tellement de choses qui font écho à notre modèle, donc je propose des solutions. Je dis pas que j'ai toutes les solutions, ça c'est vraiment loin de moi cet avis-là. Notamment, on s'est restreint au data center, à l'infrastructure. Derrière, l'usage du numérique, c'est encore un autre problème qu'il faudra adresser à un moment ou à un autre. Et nous, opérateurs de data center, on pourra pas s'affranchir de ça. Enfin, pas éternellement en tout cas. Mais sur l'eau, par exemple, il y a beaucoup de data centers qui ont réduit leur PUE, donc amélioré leur efficacité énergétique, juste en évaporant de l'eau. Donc voilà, c'est le problème des indicateurs aussi. Comme vous disiez, il y en a beaucoup, sauf qu'il y en a très peu qui sont communiqués. Et je pense que ça, c'est un défaut et que les collectivités, notamment, doivent avoir accès à ces métriques pour pouvoir se faire des avis plus éclairés sur la démarche. Et j'espère qu'effectivement, l'étude permettra d'éclairer ces acteurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions aux participants de la table ronde Merci. Oui, je voudrais revenir un peu sur un point qui a été évoqué tout à l'heure sur le fait que finalement on se dit qu'implanter des data centers dans des zones d'activité qui sont parfois vieillissantes, ça peut contribuer à être des leviers d'attractivité, participer à la requalification de la zone, etc. D'ailleurs, Courtabœuf, c'est un exemple que vous connaissez très bien. Est-ce que effectivement, comment est-ce qu'on peut faire contribuer mieux, davantage les data centers à ce processus, puisque aujourd'hui, on sait bien que les zones d'activité économique, c'est un enjeu tout à fait considérable. Comment est-ce qu'on passe des vieilles zones d'activité à des parcs d'activité modernes qui sont aussi des plateformes de production d'énergie locale, etc. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes où tout le monde contribue à produire et consommer de l'énergie en boucle, en économie circulaire, etc. Et donc les data centers peut-être peuvent jouer un rôle positif dans ce processus si jamais il y a un ensemble de conditions qui sont réunies, mais il reste effectivement à savoir lesquelles. Un début de réponse qui est vrai, c'est que c'était bien présenté d'ailleurs dans l'étude. Aujourd'hui, c'est les data qui arrivent chez nous ou en projet, c'est vraiment des beaux objets. Enfin, architecturalement, je trouve qu'il y a un vrai effort qui est fait. Il y a un bon dialogue à ce niveau-là avec, j'ai envie de dire, avec les collectivités pour faire très large. Et ça vient, c'est vrai que ça vient revaloriser certains secteurs de parcs d'activité. Avec la difficulté, c'est que ça vient faire exploser les valeurs foncières. Mais enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Après, nous, on essaye de faire ça dans le cadre du PPA qu'on vient de signer.
On est poussé par la MRAE à faire une bonne étude d'impact qui permet on l'a pas encore déposée, c'est pour ça, pour essayer justement de montrer, enfin de démontrer quelles peuvent être, comment on peut mettre en place cette économie circulaire. Maintenant, sur la question des moyens, à part l'impôt, je ne vois pas. Or, aujourd'hui, il faut savoir que ça rapporte vraiment, moi j'étais très très étonnée la dernière fois en regardant tout ça, c'est plutôt le foncier, la taxe foncière qui est élevée, en termes de cotisation, mais qui part dans la commune, et c'est les intercos qui ont la compétence économique, et c'est elles qui doivent aménager les parcs d'activité, et c'est elles qui ont la compétence en matière de mobilité, c'est elles qui ont la compétence en matière d'aménagement ENR, et du coup, on a une vraie difficulté. C'est pour ça que moi, je dis peut-être que le système de l'économie mixte peut nous aider, parce que en plus, là, pour le coup, on est vraiment dans le domaine de l'entreprise. Je pense qu'il y a une vraie valorisation à faire de beaucoup de choses. On a des très gros entrepôts de données. Du coup, il y a des possibilités de photovoltaïque. Donc, quand on y arrive. Je pense que tout ça, ça a de la valeur. Mais ça veut dire qu'il faut une bonne gouvernance, il faut qu'il y ait une bonne formation, entre guillemets, des élus aussi à comprendre les enjeux. Il faut que les data se positionnent aussi comme des partenaires et pas que jusqu'à ce que les autorisations aient été signées, quoi. En complément de réponse, d'abord, moi, ce que je constate, c'est quand même que les maîtres d'ouvrage sont de plus en plus sensibles, effectivement, au retour dans les zones d'activité. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. En Essonne, puisque c'est le département qui est le plus sensible en termes de lieu d'implantation, à l'exception du data center de Lys, et si vous avez un peu de temps le week-end et que vous avez envie de découvrir une merveille architecturale, promenez-vous du côté de Lys. Vous verrez l'aspect extrêmement imposant de ce data center qui vient réaliser une coupure dans une continuité écologique entre deux bois. Enfin bon, c'est assez impressionnant. Mais au-delà de ce projet sur lequel on a déjà émis un avis, je pense qu'il y a quand même une amélioration dans le process avec la volonté de réinvestir le champ de l'urbain. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est vrai que on l'a vu sur Courtabœuf, je trouve que c'est un bon exemple parce que zone d'activité historique avec 3 communes qui sont compétentes, il est sur le territoire de 3 communes, et une zone qui, non pas arrive en désuétude, mais qui a un peu vieilli et qui a besoin de se ressourcer. Arrivent plusieurs data centers, et en fait, il y a pas de stratégie des communes. Ce sont les 3 communes qui sont en responsabilité. Pas de stratégie des communes, pas de vision intercommunale, puisqu'il n'y a pas de PLUI, il n'y a pas de dessin en quelque sorte de ce que sera l'avenir de cette zone, utilisant notamment les ressources et la chaleur fatale des data centers. Et donc, c'est vrai que c'est en OIN également. Non, mais moi, j'ai aucun problème. Et notre liberté à nous, c'est ça la grande chance, c'est que la MRAE peut, y compris critiquer l'État sans difficulté. Donc, effectivement, en OIN. Mais au-delà de ça, la question se pose de savoir comment on restructure ces zones d'activité. Et c'est vrai que là, il faut que le volontarisme des élus s'exprime. C'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau du PLUI ou du PLU, il y ait une volonté. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer qu'un data center est un entrepôt comme un autre. C'est un entrepôt d'un type très particulier qui exige d'avoir pensé la politique publique liée à son implantation. Et donc, je pense qu'il y a dans pas mal de zones, nous émettons d'ailleurs la semaine prochaine un avis sur en cadrage préalable sur le PLUI de pleine commune, qui est un territoire qui a beaucoup accueilli de data centers, et c'est un élément sur lequel on va insister parce que là aussi on a toute une série d'implantations, et notamment un qui est le Maus Costaud de France, qui ne font pas l'objet d'un raccordement à ce stade, donc c'est de l'énergie perdue. Donc à un moment donné, il faut que les élus, dans le cadre de ces dispositions renforcées par la loi climat résilience, aient vraiment à cœur de tenir compte de cette implantation particulière et repensent leur projet autour. Une autre question, intervention, je vais vous prendre le micro. Des commentaires ou
peut-être éteint en haut. Thomas Merdinger en local ici, puisque de l'AREC Île-de-France, Agence régionale énergie-climat. Alors, on travaille sur les planifications énergétiques, notamment avec Enedis et RTE. Et effectivement, donc il y a quand même une volonté et puis des perspectives de croissance de la consommation électrique pour plein d'usages, les véhicules électriques, la réindustrialisation, pas forcément pour des data centers, mais bien pour réindustrialiser en Île-de-France. L'électrification d'autres procédés industriels qui historiquement utilisaient du gaz ou du fioul. L'hydrogène aussi, on en parle souvent. Il y a quand même eu aussi une concurrence sur ces demandes de raccordement qui peut-être préemptent des puissances qui pourraient aussi aller vers d'autres usages qui pourraient décarboner l'économie. Et donc, enfin voilà, il y a ces questions énergétiques. On a parlé de la chaleur, on a parlé des groupes électrogènes. La semaine dernière, j'étais chez Eneria à Montlhéry qui fournit les groupes électrogènes de 3,2 mégawatts avec sa zone qui est remplie de ces groupes électrogènes qui fournit les data centers. En face, on a des petits groupes électrogènes à hydrogène, qui visent pas forcément le marché pour l'instant des data centers. Est-ce qu'il y a des volontés de maître d'ouvrage de peut-être des fois sortir de cette logique groupe électrogène pour aller vers des solutions alternatives pour des fois s'effacer du réseau par des solutions, on a parlé de solaire, d'autoconsommation. Je sais que GRDF pousse la trigénération pour passer sur le réseau gaz et peut-être avec des garanties d'origine biogaz pour faire chaleur, froid, électricité. Enfin, ou peut-être même faire des projets peut-être en autoconsommation ou à terme peut-être avec des petits SMR dédiés. Enfin, sans vouloir parler d'avoir du nucléaire en Île-de-France, mais voilà. Est-ce qu'il y a ces prospectives-là, puisque on le voit, à chaque génération de data center décuple sa puissance et qu'est-ce que ça va être dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà. Merci. Alors, je ne vais pas répondre sur les groupes électrogènes des data centers. Par contre, sur cette espèce de concurrence à l'énergie, donc c'est vrai que c'est une vraie question. Pour ça, excusez-moi, je vais faire un peu de pub. Donc, comme l'a dit Cécile, la semaine dernière est sorti le bilan prévisionnel de RTE sur 2035 et qui fait suite à une étude sur 2050 où il y avait différents scénarios. Donc ça, c'est déjà une manière effectivement d'appréhender les objectifs de décarbonation, d'accélération, de Fit for 55, qui sont des lois européennes, et aussi une volonté politique de réindustrialiser pour décarboner. Donc l'idée, c'est bien d'appréhender les conséquences de ces transferts vers l'électricité et de voir déjà qu'est-ce que ça donne en termes d'énergie et de puissance, puisque il y a un problème l'électricité, il y a un problème consommation en énergie, mais il y a aussi à un moment donné d'aller alimenter la puissance instantanée qui elle dépend des conditions climatiques. Donc on a fait cet exercice donc déjà qui éclaire là-dessus, donc qui éclaire sur cette question. Il y a des besoins énergétiques. Est-ce qu'en face on a des groupes qui vont être capables de produire? Et donc pour l'instant les messages c'est à court terme. On a renforcé cette idée du besoin de développement des énergies renouvelables qui ne sont plus une option quel que soit le scénario, et y compris avec le développement plus lointain de nouvelles centrales nucléaires. Et ça on va aussi le traduire d'un point de vue réseau en fait. Donc ça c'était un exercice, le bilan prévisionnel, on va dire équilibre offre-demande, besoin énergétique France, qu'on va après décliner régionalement, mais c'est bien cette question de besoin en énergie, et ensuite on le décline nous localement et on regarde sur le réseau pour voir effectivement quelles conséquences ça a. Donc typiquement des hypothèses sur le développement de véhicules électriques, le passage à l'électricité de certains process industriels, voire différentes variantes sur de la production d'hydrogène local ou pas local, et dans différentes zones. Ça c'est des choses qu'on regarde et qu'on étudie. Donc on a des scénarios de référence, et puis on a aussi des variantes qu'on fait justement suivant la réalisation pleine ou partielle de ces hypothèses. Donc c'est effectivement des choses qu'on regarde, et tout ça va donner un exercice qui s'appelle le SDDR, schéma directeur de développement de réseau, qui sera publié et mis en concertation 2024 au premier semestre, et il y aura effectivement donc des objectifs nationaux, puisqu'il y a le réseau national qui se regarde nationalement, là le 400 000 volts, mais il y aura aussi des déclinaisons régionales où ces questions-là seront appréhendées, et effectivement on se met en ordre de bataille pour répondre aussi là-dessus. L'idée c'est pas de donner toutes les capacités, les réserves uniquement, mais par contre c'est un horizon un peu plus lointain, donc c'est effectivement des questions qu'on se pose et sur lesquelles on apportera des réponses. Voilà. Juste si jamais il y a des gros projets de réindustrialisation, le mot d'ordre c'est venez le plus tôt possible rencontrer RTE, parce
parce que c'est quand même long, et puis donc le réseau, il faut quand même le construire, donc voilà. Merci. En fait, je rebondis sur ce que disait Madame tout à l'heure sur la question, en effet, des taxes et impôts. En effet, il y a peut-être dans ce que vous avez énuméré aussi la taxe d'aménagement qui part aussi dans les communes. Et je partage un petit peu le constat. Oui, et parfois ça peut être sur des gros projets comme ça assez importants. En tout cas, moi je voulais partager en effet deux retours d'expérience en effet sur l'utilisation, la récupération de la chaleur fatale. Un projet, malheureusement, on n'a pas pu le mener au bout. Je pense que c'était un petit peu peut-être tôt dans le timing. Ça fait 7 ans maintenant. Et puis un deuxième qui est en cours où malheureusement, en effet, on se rend compte encore qu'il y a des difficultés techniques et contractuelles qui s'imposent malheureusement aux collectivités. Et en tout cas, c'est pas simple. Pour donner quelques exemples, en tout cas, ou quelques sujets durs. Vous avez aussi la chaleur fatale. Elle sort à une certaine température des data centers et c'est pas forcément toujours adapté par rapport au réseau que vous avez sur les territoires. Donc ça, c'est vraiment, c'est un sujet en tout cas assez concret. Et puis le deuxième aussi, c'est que tous les territoires sont forcément en des délégataires, donc ils sont en DSP et généralement c'est des DSP assez longues pour pouvoir négocier des tarifs assez bas d'énergie et du coup voilà comment négocier avec le délégataire dans le cadre d'une DSP, ça reste quelque chose en tout cas d'assez complexe et qui nécessite pas mal d'investissements, mais en tout cas voilà, j'espère que le sujet pourra peut-être se simplifier à l'avenir. En tout cas voilà, si vous avez un retour d'expérience, je partage et on peut en reparler, mais effectivement les niveaux de température ont une importance très forte. Et en fait, ce qui est intéressant, typiquement en ce moment sur les sujets les plus simples entre guillemets, c'est sur les nouvelles boucles de réseaux de chaleur qui sont sur les réseaux à basse température, pour lesquels les températures que nous on propose en tout cas sont particulièrement adaptées, et du coup c'est une nouvelle délégation, enfin c'est un nouvel investissement qui permet de s'affranchir de certains problèmes, mais ça résout pas tous les problèmes, hein. Ça empêche qu'il y ait encore des discussions et des réflexions, mais effectivement le niveau de température que vous avez évoqué aussi sur les réseaux de pression, enfin sur les vieux réseaux, qui sont aussi souvent des réseaux qui vont être rénovés et qui vont être, qui vont échanger. Et après, à l'intérieur d'un réseau, il y a plusieurs manières d'intégrer des chaleurs fatales. Et en l'occurrence, typiquement nous en Finlande, on est sur, et la photo qui était là tout à l'heure, c'était sur un réseau de chaleur en Finlande, pour lequel on est en préchauffage, c'est-à-dire que le retour du réseau est à une température 45 degrés de mémoire. Du coup, on le remonte jusqu'à 65, et après, c'est une batterie à sable qui le couvre. Donc, je veux dire, en fait, il y a des combinaisons de technologies qui permettent de faire des choses intéressantes. Et je dis pas que c'est facile une fois de plus. Alors, il faut des clients. Enfin, l'idée, c'est que si on est sur un réseau de chaleur, normalement, il y a une partie des clients. Et d'ailleurs, décarboner les réseaux de chaleur permet de réduire le niveau de TVA et après permet d'obliger les nouveaux bâtiments à se reconnecter sur le réseau de chaleur. Donc, dans le fond, il y a pas mal d'avantages à intégrer des nouvelles technologies de ce type-là, y compris pour l'opérateur. Donc, je dis pas que j'ai la solution. Et après, la question du prix reste un élément important. Comment on résout le problème de l'investissement, comment on résout le problème d'autres aides qui pourraient venir compléter, on va dire, le financement de ces réseaux-là et de cette chaleur-là. Donc il y a plein de choses qui sont, je dis pas qu'elles sont toutes résolues, par contre on a quand même, on a une bonne expérience. Et effectivement, par contre, je remarque que malheureusement, je dis pas que c'est la faute des autorités ou quoi, mais ça marche plus facilement dans d'autres pays, pour nous la Finlande, qu'en France. En France, on a beaucoup de contacts, on a beaucoup de discussions avec beaucoup d'énergéticiens, avec beaucoup de collectivités, et c'est pas toujours facile, mais je pense que le rôle des collectivités, c'est aussi de pousser les opérateurs à venir contribuer, on va dire, à cette démarche-là, d'autant qu'on a des solutions qui sont très adaptées au réseau de chaleur, c'est-à-dire qu'on s'occupe de l'investissement et on vend le mégawattheure de chaleur comme si c'était un fournisseur de chaleur standard, presque. Oui, ça marche là. Oui, Dominique Bianchi, donc Pleine Commune, donc on a parlé quelques exemples. Moi, un retour d'expérience un petit peu en particulier sur les réseaux de chaleur. Nous, on a la chance sur notre territoire d'avoir un réseau de chaleur très développé et ancien, donc qui fonctionne pour l'essentiel en haute température.
On a également beaucoup de data centers nouveaux, on parlait en particulier du gros data center de la Courneuve, et sur les premières phases et sur les permis de construire des premières phases, on a inscrit nommément le fait que le data center se raccorde au réseau de chaleur existant et donc haute température. Donc, a priori, on pensait qu'on était serein par rapport à la suite, mais on s'est vite aperçu, et c'est un peu l'expérience de Madame Champagne, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans le concret de la négociation avec le data center, c'est devenu extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas réussi à trouver l'équilibre économique. D'autant plus, et ça je voulais signaler, que comme on est obligé de mettre des pompes à chaleur pour augmenter la température, ça donne un taux de rendement très faible, et à ce moment-là, on n'a même plus les subventions de l'ADEME, qui est très exigeante sur le coefficient de performance. Donc on a eu vraiment de la difficulté, et donc on a réussi sur un seul data center à faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il desservait la piscine olympique, et donc le gestionnaire du data center y a trouvé un intérêt d'image. Mais s'il n'y avait pas eu cet intérêt d'image, comme la plupart de nos data centers, on n'arrive pas donc même si on s'est donné les conditions a priori de faire quelque chose avec lui, on n'arrive pas à trouver le montage économique qui nous permet de concrétiser donc ce raccordement au réseau de chaleur. Et je voudrais rajouter une dernière chose. Je pense que c'est bien de se concentrer sur le raccordement au réseau de chaleur, mais il ne faut pas que ça soit aussi un faire-valoir du data center, parce qu'il y a beaucoup d'élus maintenant qui nous disent, bon ok, on va récupérer la chaleur, on va négocier des compensations, d'autant plus qu'effectivement ce sont des opérateurs qui ont de l'argent, donc on peut négocier quelque chose. Mais il y a quand même un effet retour en nous disant, et c'est pas parce qu'il y a des retours qui peuvent être significatifs que ça justifie en soi l'acceptation des data centers, et en particulier des gros data centers. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des derniers... Non. Eh bien, voilà. Alors, une toute dernière question, là-bas, mais en fait, je m'adressais à la table, mais ok, allez-y. Il faut appuyer sur le bouton en haut, là. Sur les données, est-ce qu'on a une idée du nombre de data centers existants raccordés au réseau de chaleur? Et puis, je pensais aussi à une autre question sur la surréservation de RTE, parce que RTE fait des propositions technico-financières qui sont contractualisées ensuite pour une certaine énergie. Puissance. Est-ce que derrière, une fois que le data center est en service, RTE réfléchit à regarder ce qui est effectivement consommé et puis voir s'il n'y a pas des mégawatts qui peuvent être restitués, ou enfin je sais pas, est-ce que il y a des surréservations, voilà, ce genre de choses. RTE et Enedis ont tous les deux une réponse, je pense. Oui, alors c'est effectivement. Alors déjà sur le réseau de transport actuellement, je crois qu'il y a 3 data centers en Île-de-France. Il y a 3 data centers qui sont raccordés. Donc on n'a pas une expérience énorme, dont un qui a déjà été cité, donc Data 4, qui existe depuis un certain temps et qui, de par son business model, de toute façon, est avec une montée en puissance qui est lente. Donc en fait, voilà. Donc le terme surréservation, bon, moi je sais pas, c'est pas moi qui ai les contacts commerciaux avec les data centers. Je sais pas si le terme est approprié ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'avoir les puissances cibles. Ça, c'est quand même une donnée qui est importante parce que c'est pas là. Quand on fait de la planification, on se projette quand même sur un long terme. Donc, on a besoin d'avoir ces puissances cibles. Mais c'est vrai qu'après, se pose la question temporairement, tant qu'on n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a effectivement des réflexions, pareil, à discuter avec la CRE sur la possibilité finalement de remettre à disposition des tiers, des puissances qui seraient pas utilisées au bout d'un certain temps, ou alors si c'est conservé, c'est de le payer. Bon voilà, c'est des réflexions qui sont en cours. C'est pas encore d'actualité, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Mais quand même sur le réseau de transport, il y a une part, on appelle ça nous de coefficient de foisonnement. En fait, on n'étudie pas tout le monde à ses puissances de pointe et ainsi de suite. Donc plus on aura du recul, plus après aussi on sera en mesure d'appréhender ces foisonnements. Et sur le réseau de très grand transport, de toute façon, on est sur du foisonnement. Chaque chose localement a un coefficient d'influencement qui est plus faible. Oui, alors sans se faire peur, je pense qu'il ne faut pas se faire peur sur ce sujet-là, mais c'est vrai que parfois, là aussi, en niveau pédagogique, lorsque un client nous demande une puissance, alors je vais revenir à des niveaux de puissance de distribution, nous dit on voudrait 20 mégawatts. Et donc on lui fait une proposition de raccordement et un devis pour 20 mégawatts, qui va payer. Et puis après, il y a une mise en service avec une puissance de service qui peut être de 3 mégawatts, de 5, de 6. Donc on comprend, c'est comme pour une zone d'activité, on comprend qu'il y a une rampe de montée en puissance. Cela dit,
Parfois, il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait pas durablement, au bout de 5 ans, 10 ans, peut-être plus tôt, un delta entre la puissance souscrite réellement et la puissance de raccordement. En sachant que le client, il a payé pour avoir une puissance de raccordement de 20 mégas. Ça veut dire que si dans 10 ans, il veut passer de 5 à 15, normalement, il doit pouvoir. Et là se pose le problème, Séverine le disait, du foisonnement, du fait que le réseau électrique français, globalement, il a été plutôt dimensionné à l'optimal et pas surdimensionné. Et je sais qu'il y a certains pays, je crois que c'est Dublin, qui au bout de 18 mois, alors 18 mois ça nous paraît court, peut-être pour le coup, parce qu'après on peut pas faire un traitement non plus spécifique pour les data centers. Il faudrait peut-être raisonner plutôt pour des clients qui ont des puissances au-delà de 10 mégawatts, au-delà de 20 mégawatts. Mais je crois qu'au bout de 18 mois, ils reprennent le delta de puissance entre le raccordement et la puissance souscrite. Donc voilà, même conclusion, c'est quelque chose qu'on surveille. On n'a pas beaucoup de recul encore, mais il faut qu'on soit vigilant à ça pour ne pas construire des ouvrages qui ne vont servir à rien. Mais si on reprend les idées déjà développées tout à l'heure d'une réflexion, d'une gouvernance sur ce sujet-là, je pense que c'est effectivement aussi un sujet à partager avec les porteurs de projets de data center. Je pense que tout le monde, et aussi avec la puissance publique, je pense que tout le monde a effectivement intérêt, au vu de ce qui nous attend, si on veut décarboner. Enfin, je veux dire, voilà, il y a de la place pour l'efficacité, pour la sobriété, et pour effectivement être sur des valeurs réalistes, pour limiter la facture globale et l'acceptabilité de cette transition. Donc, je pense qu'on a vraiment tous intérêt aussi à se réinterroger là-dessus. C'est une très belle phrase de conclusion. Merci. Je n'ai donc pas besoin de la faire. Non, déjà, je voulais vous remercier tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Et puis merci à vous d'être venus aussi. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu d'études, il y en a des nouvelles qui ont été mises sur le comptoir à la sortie. Si vous voulez aussi plus d'informations, contactez-nous en direct. Et si vous êtes des territoires qui voulaient une présentation éventuellement de cette étude auprès de vos élus, nous sommes tout à fait disposés également à le faire. Voilà, bonne fin de journée, merci beaucoup.